La vengeance d'une femme, Barbé d'Aurevilly. J'ai souvent entendu parler de la hardiesse de la littérature moderne, mais je n'ai pour mon compte jamais cru à cette hardiesse-là. Ce reproche n'est qu'une forfanterie de moralité. La littérature, qu'on a dit si longtemps l'expression de la société, ne l'exprime pas du tout, au contraire. Et quand quelqu'un de plus crâne que les autres a tenté d'être plus hardi, Dieu sait quel cri il a fait pousser. Certainement, si on veut bien y regarder, la littérature n'exprime pas la moitié des crimes que la société commet mystérieusement et impunément tous les jours, avec une fréquence et une facilité charmantes. Demandez à tous les confesseurs, qui seraient les plus grands romanciers que le monde aurait eus, s'ils pouvaient raconter les histoires qu'on leur coule dans l'oreille au confessionnal. Demandez-leur le nombre d'incestes, par exemple, enterrés dans les familles les plus fières et les plus élevées, et voyez si la littérature, qu'on accuse tant d'immorale hardiesse, a osé jamais les raconter, même pour en effrayer. À cela près du petit souffle, qui n'est qu'un souffle, et qui passe, comme un souffle, dans le René de Chateaubriand, du religieux Chateaubriand, je ne sache pas de livre où l'inceste, si commun dans nos mœurs, en haut comme en bas, et peut-être plus en bas qu'en haut, ait jamais fait le sujet franchement abordé d'un récit qui pourrait tirer de ce sujet des effets d'une moralité vraiment tragique. La littérature moderne, à laquelle le bégueulisme jette sa petite pierre, a-t-elle jamais osé les histoires de Mira, d'Agrippine et d'Oedipe, qui sont des histoires, croyez-moi, toujours et parfaitement vivantes, car je n'ai pas vécu, du moins jusqu'ici, dans un autre enfer que l'enfer social. Et j'ai pour ma part connu et coudoyé pas mal de Miras, d'Oedipe et d'Agrippine, dans la vie privée et dans le plus beau monde, comme on dit. Parbleu. Cela n'avait jamais lieu comme au théâtre ou dans l'histoire. Mais à travers les surfaces sociales, les précautions, les peurs et les hypocrisies, cela s'entrevoyait. Je connais, et tout Paris connaît, une Madame Henri III qui porte en ceinture des chapelets de petites têtes de mort, ciselés dans de l'or, sur des robes de velours bleu, et qui se donne la discipline, mêlant ainsi au ragoût de ses pénitences le ragoût des autres plaisirs de Henri III. Or, qui écrirait l'histoire de cette femme qui fait des livres de piété et que les jésuites croient un homme, joli détail plaisant, et même un saint? Il n'y a déjà pas tant d'années que tout Paris a vu une femme du faubourg Saint-Germain prendre à sa mère son amant, et furieuse de voir cet amant retourner à sa mère, qui, vieille, savait mieux pourtant se faire aimer qu'elle, voler les lettres très passionnées de cette dernière à cet homme trop aimé, les faire lithographier et les jeter, par milliers, du paradis. Bien nommé pour une action pareille, dans la salle de l'opéra, un jour de première représentation. Qui a fait l'histoire de cette autre femme-là? La pauvre littérature ne saurait même par quel bout prendre de pareilles histoires pour les raconter. Et c'est là ce qu'il faudrait faire si on était hardi. L'histoire a des Tacite et des Suétone, le roman n'en a pas, du moins en restant dans l'ordre élevé et moral du talent et de la littérature. Il est vrai que la langue latine brave l'honnêteté, en païenne qu'elle est, tandis que notre langue, à nous, a été baptisée avec Clovis sur les fonds de Saint-Rémy, et y a puisé une impérissable pudeur, car cette vieille rougit encore. Nonobstant, si on osait oser, un Suétone ou un Tacite, romancier, pourrait exister, car le roman est spécialement l'histoire des mœurs, mise en récit et en drame, comme l'est souvent l'histoire elle-même. Et nulle autre différence que celle-ci. C'est que l'un, le roman, met ses mœurs sous le couvert de personnages d'invention, et que l'autre, l'histoire, donne les noms et les adresses. Seulement, le roman creuse bien plus avant que l'histoire. Il a un idéal, et l'histoire n'en a pas. Elle est bridée par la réalité. Le roman tient aussi bien plus longtemps la scène. Lovelace dure plus dans Richardson que Tibère dans Tacite. Mais si Tibère dans Tacite était détaillé comme Lovelace dans Richardson, croyez-vous que l'histoire y perdrait et que Tacite ne serait pas plus terrible? Certes, je n'ai pas peur d'écrire que Tacite, comme peintre, n'est pas au niveau de Tibère comme modèle, et que malgré tout son génie, il en est resté écrasé. Et ce n'est pas tout. À cette défaillance inexplicable, mais frappante dans la littérature, quand on la compare, dans sa réalité, avec la réputation qu'elle a, ajoutez la physionomie que le crime a pris par ce temps d'ineffable et de délicieux progrès. L'extrême civilisation enlève au crime son effroyable poésie, et ne permet pas à l'écrivain de la lui restituer. Ce serait par trop horrible, disent les âmes qui veulent qu'on enjolive tout, même l'affreux. Bénéfice de la philanthropie.
d'imbéciles criminalistes diminue la pénalité et d'ineptes moralistes le crime. Et encore, il ne le diminue que pour diminuer la pénalité. Cependant, les crimes de l'extrême civilisation sont certainement plus atroces que ceux de l'extrême barbarie par le fait de leur raffinement, de la corruption qu'ils supposent et de leur degré supérieur d'intellectualité. L'Inquisition le savait bien. À une époque où la foi religieuse et les mœurs publiques étaient fortes, l'Inquisition, ce tribunal qui jugeait la pensée, cette grande institution dont l'idée seule tortille nos petits nerfs et escarbouille nos têtes de linotte, l'Inquisition savait bien que les crimes spirituels étaient les plus grands, et elle les châtiait comme tels. Et de fait, si ces crimes parlent moins au sens, ils parlent plus à la pensée. Et la pensée, en fin de compte, est ce qu'il y a de plus profond en nous. Il y a donc, pour le romancier, tout un genre de tragique inconnu à tirer de ces crimes plus intellectuels que physiques, qui semblent moins des crimes à la superficialité des vieilles sociétés matérialistes, parce que le sang n'y coule pas, et que le massacre ne s'y fait que dans l'ordre des sentiments et des mœurs. C'est ce genre de tragique dont on a voulu donner ici un échantillon, en racontant l'histoire d'une vengeance de la plus épouvantable originalité, dans laquelle le sang n'a pas coulé, et où il n'y a eu ni fer ni poison. Un crime civilisé, enfin, dont rien n'appartient à l'invention de celui qui le raconte, si ce n'est la manière de le raconter. Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rue basse du Rempart, qui dans ce temps-là méritait bien son nom de rue basse, car elle était moins élevée que le sol du boulevard, et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par 2 escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela de 2 escaliers. Cette excavation, qui n'existe plus, et qui se prolongeait de la rue de la Chaussée-d'Antin à la rue Caumartin, devant laquelle le terrain reprenait son niveau, cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour, était fort mal hantée quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Au centre, à peu près, de cette excavation, bordée d'un côté par le boulevard formant terrasse, et de l'autre par de grandes maisons silencieuses à portes cochères et quelques magasins de bric-à-brac, il y avait un passage étroit et non couvert, où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte, et qui conduisait le long d'un mur et des maisons en construction jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée, sans hésitation et sans embarras, dans la suspecte noirceur de ce passage. C'était un élégant que ce jeune homme, un gant jaune, comme on disait des élégants de ce temps-là. Il avait dîné longuement au Café de Paris, et il était venu, tout en mâchonnant son cure-dent, se placer contre la balustrade à mi-corps de Tortoni, à présent supprimée, et guigner de là les femmes qui passaient le long du boulevard. Celle-là était justement passée plusieurs fois devant lui. Et quoique cette circonstance, ainsi que la mise trop voyante de cette femme et le tortillement de sa démarche, fussent de suffisantes étiquettes, quoique ce jeune homme qui s'appelait Robert de Tressigny fût horriblement blasé et qu'il revint d'Orient, où il avait vu l'animal femme dans toutes les variétés de son espèce et de ses races, à la 5e passe de cette déambulante du soir, il l'avait suivie, chiennement, comme il disait, en se moquant de lui-même, car il avait la faculté de se regarder faire et de se juger à mesure qu'il agissait, sans que son jugement, très souvent contraire à son acte, empêchât son acte, ou que son acte nuisît à son jugement. Asymptote terrible. Tressigny avait plus de 30 ans. Il avait vécu cette niaise première jeunesse qui fait de l'homme le jocrisse de ses sensations, et pour qui la première venue qui passe est un magnétisme. Il n'en était plus là. C'était un libertin, déjà très froidi et très compliqué de cette époque positive, un libertin fortement intellectualisé qui avait réfléchi sur ses sensations pour ne plus pouvoir en être dupe et qui n'avait peur ni horreur d'aucune. Ce qu'il venait de voir, ou ce qu'il avait cru voir, lui avait inspiré la curiosité qui veut aller au fond d'une sensation nouvelle. Il avait donc quitté sa balustrade et suivi, très résolu à pousser à fin la très vulgaire aventure qu'il entrevoyait. Pour lui, en effet, cette femme qui s'en allait devant lui
déferlant onduleusement comme une vague, n'était qu'une fille du plus bas étage. Mais elle était d'une telle beauté qu'on pouvait s'étonner que cette beauté ne l'eût pas classée plus haut, et qu'elle n'eût pas trouvé un amateur qui l'eût sauvée de l'abjection de la rue, car à Paris, lorsque Dieu y plante une jolie femme, le diable, en réplique, y plante immédiatement un sot pour l'entretenir. Et puis encore, il avait, ce Robert de Tressigny, une autre raison pour la suivre que la souveraine beauté que ne voyaient peut-être pas ces Parisiens, si peu connaisseurs en beauté vraie, et dont l'esthétique, démocratisée comme le reste, manque particulièrement de hauteur. Cette femme était pour lui une ressemblance. Elle était cet oiseau moqueur qui joue le rossignol, dont parle Byron dans ses mémoires, avec tant de mélancolie. Elle lui rappelait une autre femme, vue ailleurs. Il était sûr, absolument sûr que ce n'était pas elle. Mais elle lui ressemblait à s'y méprendre, si ce méprendre n'avait pas été impossible. Et il en était, du reste, plus attiré que surpris, car il avait assez d'expérience comme observateur pour savoir qu'en fin de compte, il y a beaucoup moins de variétés qu'on ne croit dans les figures humaines, dont les traits sont soumis à une géométrie étroite et inflexible, et peuvent se ramener à quelques types généraux. La beauté est une. Seule la laideur est multiple, et encore, sa multiplicité est bien vite épuisée. Dieu a voulu qu'il n'y eût d'infini que la physionomie, parce que la physionomie est une immersion de l'âme à travers les lignes correctes ou incorrectes, pures ou tourmentées, du visage. Tressigny se disait confusément tout cela en mettant son pas dans le pas de cette femme qui marchait le long du boulevard, sinueusement, et le coupait comme une faux, plus fière que la reine de Saba du Tintoret lui-même, dans sa robe de satin safran, au ton d'or, cette couleur aimée des jeunes romaines, et dont elle faisait, en marchant, miroiter et crier les plis glacés et luisants, comme un appel aux armes. Exagérément cambrée, comme il est rare de l'être en France, elle s'étreignait dans un magnifique châle turc à larges raies blanches, écarlates et or. Et la plume rouge de son chapeau blanc, splendide de mauvais goût, lui vibrait jusque sur l'épaule. On se souvient qu'à cette époque, les femmes portaient des plumes penchées sur leur chapeau qu'elles appelaient des plumes en sol pleureur. Mais rien ne pleurait en cette femme, et la sienne exprimait bien autre chose que la mélancolie. Tressigny, qui croyait qu'elle allait prendre la rue de la Chaussée-d'Antin, étincelante de ses 1000 becs de lumière, vit avec surprise tout ce luxe piaffant de courtisane, toute cette fierté impudente de fille enivrée d'elle-même et des soies qu'elle traînait, s'enfoncer dans la rue basse du Rempart, la honte du boulevard de ce temps. Et l'élégant, aux bottes vernies, moins brave que la femme, hésita avant d'entrer là-dedans. Mais ce ne fut guère qu'une seconde. La robe d'or, perdue un instant dans les ténèbres de ce trou noir, après avoir dépassé l'unique réverbère qui les tatouait d'un point lumineux, reluisit au loin, et il s'élança pour la rejoindre. Il n'eut pas grand-peine, elle l'attendait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.